une photo du lycée Notre-Dame, combien d'élèves, quelle est un petit peu la carte d'identité du lycée et donc ce qui vous a amené dans ce projet autour des maisons qui renouvellent considérablement à la fois la réorganisation du lycée, l'appartenance des élèves à une classe, puisqu'elle n'existe plus, et puis vous l'avez évoqué, le conseil de classe. Et puis, il y aura bien sûr beaucoup de questions, j'imagine, et donc j'invite toutes les personnes avec des questions à les poser sur le chat. Et j'ai mon assistant technique, la Patrick, qui va gérer ça de main de maître. À vous, Élodie et Olivier. Merci Catherine et bonsoir à chacun et à chacune. Bonsoir. Moi je m'appelle Olivier, voilà, je suis directeur adjoint du lycée Notre-Dame de Challans et aussi je suis responsable du niveau de terminale générale et technologique. Voilà, donc je suis Élodie Boiginet-Littoral, je suis responsable pédagogique du niveau première générale et technologique au lycée, je suis aussi professeure de français. Voilà. Le lycée Notre-Dame de Challans, alors pour situer, c'est à 15 minutes de Saint-Jean-de-Mont, pour ceux qui connaissent, hein, juste en dessous de Noirmoutier, voilà. Une région que je vous invite à venir découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. 1500 élèves, 120 enseignants, avec un lycée général, technologique, professionnel et d'enseignement supérieur. Voilà. Ouais. Vas-y. On est dans une zone rurale vraiment très, très dynamique avec une démographie croissante. Petite précision, on a des élèves qui, de ce fait, ont une très faible mobilité quand même. Et peut-être ça aura eu une incidence dans la réflexion qu'on a pu mener. Oui. Lorsque vous arrivez au lycée, ce qui frappe beaucoup de visiteurs qui ne le connaissent pas, c'est l'ouverture physique, puisque le lycée n'est entouré d'aucune enceinte, il n'y a pas de grillage, il n'y a pas de mur. Il donne directement sur un parc tertiaire et sur un boulevard et une avenue plus loin. Donc, cette ouverture dénote un état d'esprit qui nous anime depuis très longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Je m'y sens très, très bien. Voilà. Et donc, à l'arrivée de la réforme il y a 2 ans, nous avons commencé bien avant à lire pas mal de choses. Oui, donc c'est vrai, juste lycée sans mur, qui est une identité très forte que notre chef d'établissement voilà, aussi veut absolument préserver. Et c'est dans ce contexte que notre projet est né aussi. À l'arrivée de la réforme, voilà, on lit très très vite des choses entre les lignes de ce qui est posé, la question des conseils de classe, la question des classes, sachant que déjà au lycée Notre-Dame, on avait déjà cette culture de regroupement. Tout était déjà un petit peu en barrette, comme les langues, le sport. Une vraie volonté de décloisonner. À titre d'exemple, à l'époque, quand on avait encore les TPE, on n'hésitait pas à proposer à des élèves de séries différentes de mener des projets ensemble. Voilà, il y a vraiment cette culture du décloisonnement à laquelle on était attaché. Et c'est un petit peu le regard, enfin, c'est ce qu'on a essayé de chercher un petit peu dans les premiers textes de la réforme qui nous ont été adressés. C'était aussi ce décloisonnement possible. Oui. Ce décloisonnement, mais en même temps recréer un groupe classe. Alors on lit des choses comme le livre de François Tadei, Apprendre au XXIe siècle, qui est pour nous un véritable déclencheur dans la philosophie d'enseigner, et notamment inculquer aux jeunes l'art de réfléchir à des solutions futures plutôt que d'apprendre des solutions passées. Ça nous anime énormément. L'arrivée du numérique de façon exponentielle, des références aussi à Claude Berruet, duquel on avait assisté à une conférence sur l'enseignement moral et civique. L'éducation au choix, voilà. La responsabilisation vraiment des élèves. On a eu la chance aussi, merci Catherine, de rencontrer Jim Howden, je ne sais pas si je le dis bien, pédagogue qui nous avait vraiment aussi donné envie de travailler la coopération, aller davantage voilà, au sein de nos classes avec nos élèves et aussi entre pairs pour nous. Voilà. Donc, on s'est nourri de tout ça, toutes ces possibilités, de tous ces discours qu'on a pu lire. Oui. Tous ces discours, et puis sur toile de fond, voilà, de l'anthropologie chrétienne, de dispositifs et de notions comme réenchanter l'école, comme la responsabilité en partage. Voilà, ce qu'on vit nous au quotidien depuis 4 ans, on est vraiment en copilotage. Et on se lance vraiment après avoir présenté le projet en conseil de direction, quand notre chef d'établissement, M. Champion, nous dit « vous avez carte blanche ». Voilà. Donc là, pour nous, c'est gagné. Ça y est, il faut construire, il faut penser, il faut manier les concepts.
Et donc, nous décidons de présenter le projet en journée pédagogique, après une première journée pédagogique sur laquelle on les avait fait travailler justement, les enseignants, sur l'intelligence collective, sur collaborer, sur coévaluer, des choses comme ça. Et les retours ont été plus que positifs. Et donc, ce matériau qu'on avait récupéré, on l'a carrément repris et basé dessus le projet des maisons. Voilà, donc ça, là, on est en février 2019, donc à partir de nombreuses remarques faites par nos collègues en novembre 2018, on présente le projet des maisons qui, à ce stade-là, on est vraiment dans les prémices. Oui. On a les grandes lignes, surtout de la vision que l'on porte d'une manière différente d'aborder l'articulation entre l'éducatif et le pédagogique. Donc, voilà, février 2019, on présente le projet, puis on a déjà quelques collègues qui sont enthousiastes, qui viennent nous voir à l'issue de cette présentation et qui nous disent « Mais nous, on a envie de réfléchir avec vous, on a envie de se lancer, on est séduit. » Et donc là, on va créer un groupe de pilotage à ce moment-là. Groupe de pilotage avec lequel on travaille bien en amont, vous avez compris, de la mise en place du projet. Et c'est d'ailleurs grâce à ce comité de pilotage que le nom des maisons est arrivé. On est passé par des idées, on va les exprimer ce soir. Et puis quelqu'un a dit, il y a la musique, c'est un langage universel. Donc chacune de nos maisons porte le nom d'une note de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ouais. Symboliquement, cette séance cette concertation qui a été menée avec le groupe de pilotage pour donner un nom aux maisons, on est vraiment dans la naissance à ce moment-là des maisons. C'est vraiment, il y a une forte donnée symbolique. Et donc, une maison, si on reprend un petit peu les éléments de la vidéo, regroupe une cinquantaine de jeunes, vous l'avez compris, avec 3 métronomes. On a voulu filer la métaphore, et donc les professeurs principaux ou les professeurs principales sont devenus des métronomes et sont donc des enseignants ou enseignantes et des éducatrices. On verra tout à l'heure l'impact sur le travail des éducatrices depuis 2 ans, qui a été absolument chamboulant, mais dans le bon sens. Okay. Les maisons se regroupent aussi pendant un créneau, bien sûr, un créneau hebdomadaire. Alors, 2 heures en première et 1h30 en terminale, autour de projets différents et plusieurs axes que nous avons développés autour d'un document qu'on a appelé la visite guidée des maisons. Donc, voilà, c'est une conduite, en fait, pour le métronome et pour les jeunes, une conduite de l'année, de première et de terminale, des choses et des éléments qu'il y a à apporter au calendrier et aux activités pour les jeunes. Excusez-moi, juste de façon très, très concrète, un élève qui est affecté à une maison, c'est à son entrée en terminale? Première. Première. Il reste jusqu'à sa sortie de terminale. Alors, il y rentre en première. Il y a 2 ans, nous les avons fait rentrer dans leur maison sans qu'ils sachent avant dans quelle maison ils étaient. Donc, on leur a expliqué ça lors d'une journée spécialement dédiée à eux. Et donc, ils y restent en terminale. Et nous comptons continuer l'aventure avec notre réseau. C'est notre réseau des anciens élèves. Donc, voilà, lorsqu'on est de la maison FA, si on le souhaite, on reste un FA toute la vie, le plus loin qu'on souhaite, puisqu'on souhaite vraiment réactiver et activer ce réseau des anciens élèves avec lequel on travaille déjà. On a un gros forum des métiers basé exclusivement sur cette participation des anciens élèves. Mais donc, du coup, l'élève, il n'appartient plus à une classe, non. Il appartient à une maison, mais le temps de rencontre des habitants de cette maison, c'est 1h30 à 2 heures par semaine. Oui. C'est suffisant, ça, pour créer un sentiment d'appartenance? C'est 1h30, 2 heures par semaine avec les métronomes. Et ce qu'on a essayé d'initier cette année, mais sur lequel il va falloir qu'on revienne, c'est aussi chaque maison a un temps dans la semaine sur la pause méridienne, où notamment les élèves d'une même maison de première et de terminale peuvent se retrouver. Et où là, ils sont beaucoup plus autonomes quant à la manière qu'ils ont d'investir ce temps dont ils disposent. Mais ce qui est sûr, c'est que, admettons, le lundi de 13 à 14 heures, la maison FA a à disposition la salle, parce qu'on a une salle des maisons, une salle où se réunissent les maisons donc à 1h30,
au cours de leur séance hebdomadaire, mais ils peuvent aussi, voilà, une fois dans la semaine, investir cette salle sur la pause méridienne. Oui. Mais il faut qu'on… Voilà. C'est à travailler. C'est à travailler. Bon, on ne va pas se le cacher, l'année et demie qu'on vient de vivre n'était pas forcément facile pour mettre en place un tel projet. Maintenant, il s'y passe des choses. Voilà. Et puis, il se passe des choses aussi dans les maisons en dehors du lycée. Voilà, sur des aspects très numériques. Les jeunes savent complètement et beaucoup plus vite que moi, par exemple, mettre un projet en place à distance et surtout communiquer et s'assurer du bien-être de l'autre. Ça, on l'a vu au printemps dernier. Oui, voilà, c'est en mars dernier, enfin en mars 2020, quand on se retrouve confiné, les élèves qui pourtant étaient en maison que depuis quelques mois ont vraiment apprécié les visios qui pouvaient être menées avec leur métronome. Et j'avais eu l'occasion de faire une petite enquête auprès des élèves en juin, leur demandant si, pendant le confinement, ils avaient eu ce sentiment d'appartenance à la maison, voilà, qui était réel. Et ils avaient, mais à plus de 85%, répondu que oui, ils avaient vraiment, c'était leur groupe d'attachement au lycée, y compris dans ces modalités du distanciel qui sont quand même difficiles. Alors, moi, j'ai des petites questions dans le chat. On vous demande de redire combien il y a d'élèves par maison. Et du coup, je complète la question. Est-ce qu'il y a une symbolique à ce nombre? Est-ce qu'il a été pensé pour que, enfin, je ne sais pas, pour toute la gamme des notes? Est-ce que… On est parti sur une cinquantaine d'élèves, hein, donc c'est géométrie variable, on va dire de 47 à 53. Et tout est parti d'une expérience d'Élodie, qui, lors d'un déplacement avec des premières L, donc de l'ancien monde, hein, vous en conviendrez, était avec les deux classes de L, donc une cinquantaine d'élèves à l'époque, et une collègue à elle. Déplacement sur Paris, je crois. Hein. Oui, c'est ça, on était parti en temps d'avant 2 jours à Paris. Et c'est vrai que il y avait eu vraiment une symbiose entre les deux classes. On était plutôt en début d'année, une belle entente entre les adultes qui accompagnaient. Et je m'étais dit, ben voilà, en fait, gérer un groupe de 50 à 3 sur des problématiques éducatives, pédagogiques, parce qu'au cours de ce séjour, on avait bien ces deux leviers qui étaient activés, mais c'est très appréciable. Et c'est vrai que les maisons, au départ, on pense maison, on pense intérieur, mais c'est vraiment avec l'idée de sortir des maisons. On crée des maisons pour avoir qu'une envie, c'est d'en sortir. Bon, alors on n'a pas tellement pu l'expérimenter. Donc, c'est une cinquantaine d'élèves par niveau. Donc, au final, une maison sur le cycle terminal, on va avoir une centaine d'élèves. OK. Et quand Élodie revient de ce déplacement, oui, pardon. Quand Élodie revient de ce déplacement, elle me partage ça et pendant 2-3 mois, on cherche. On cherche quelque chose et puis un jour, on se dit, mais c'est des maisons. Voilà, on va faire des maisons. C'est venu voilà. Donc, des maisons. Alors, il y a des questions et je pense il nous faut sans doute clarifier certains points. Quel lien… Alors, là, je vois… un prof peut-il participer à plusieurs maisons? Comment est-ce que vous constituez les maisons? Est-ce qu'il y a des salles de cours de 50 places? Qui sont exactement les métronomes? Est-ce que je suis métronome sur 2 ans? On va répondre à tout ça. Okay. Il y a des questions très organisationnelles. Oui. Et puis, alors il y a des questions financières. Hein. Comment est-ce que vous avez pu financer les 2 heures hebdomadaires? Voilà. Alors, une chose que je tiens à dire, c'est qu'on est rentré dans ce projet par les concepts. On est rentré dans ce projet en écrivant, en lisant. On n'est pas rentré par l'organisation. L'organisation est venue à nous très vite, bien entendu, il fallait mettre en place la rentrée. Mais je pense que si on était rentré par l'organisation, peut-être on ne se serait pas lancé. Non, parce on serait dit, oulala, voilà. Beaucoup trop compliqué. Sauf qu'on l'a fait. Alors, on a une salle des maisons, c'est la salle dans laquelle tournent les maisons sur un planning défini dans la semaine, mais le reste du temps, les élèves de cette même maison sont regroupés dans des groupes qui font au maximum 35-36 élèves chez nous. Donc, des salles de classe tout à fait classiques.
Oui, bien revenir sur, en fait, c'est aussi la réforme de la voie générale, le fait que les élèves choisissent 3 spécialités. On est un établissement dans lequel les élèves se voient proposer 12 spécialités. Ils ont un choix à faire parmi 12 spécialités. Donc, on était à plus de 70 combinaisons différentes dès la première année de mise en place de la réforme. Donc, les élèves, au final, ne se retrouvent que dans quelques cours. C'est aussi ça l'idée, hein, c'est qu'ils ne se retrouvent que dans quelques cours, d'où l'intérêt de créer ce groupe qui puisse leur donner quand même le sentiment d'appartenance fort à un groupe. Et ce qui nous intéressait, excuse-moi, je te coupe, c'est que justement, quand on regroupe les élèves dans ces maisons, il y a toutes les spécialités, oui, toutes les affinités, toutes les appétences des grands domaines scientifiques, humains, etc., etc. Et ce mélange-là, ça commence vraiment à porter ses fruits. Et pour en revenir à la question sur la constitution des maisons, en fait, l'idée, c'est que donc une maison, c'est 3 métronomes, une éducatrice, on n'a que des femmes au lycée dans l'équipe éducative, et puis 2 enseignants, et que les 2 enseignants à eux deux aient quand même tous les élèves en cours à un moment donné dans la semaine. Alors, voilà, le métronome n'a pas nécessairement, le métronome enseignant, tous les élèves de la maison, mais il en a une partie en cours. Et après, pour ce qui est de la transition entre la première et la terminale, ça a été un peu à géométrie variable, mais globalement, il y a au moins un métronome de première qui a continué à suivre les élèves de terminale, plus la métronome éducatrice qui, elle, suit les élèves sur les 2 ans nécessairement. Et donc, il y a vraiment un lien qui s'est créé dans les équipes de métronome entre les 2 niveaux. Et puis après, la question qui fait mal des finances, il faut savoir que ce dispositif, il est mis en place sans du tout, sans employés d'heures de la DGH. On a 2 choses. Il y a la vie de classe, hein, les indemnités que les enseignants peuvent toucher pour la vie de classe, enfin la fonction de PP. Et puis après, on a un système au lycée, mais qui a plus de 20 ans, qui était déjà en place avant notre arrivée, dite de la 19e séquence. Et c'est ce qui nous permet aussi de mettre en place pas mal de choses. 19e séquence, c'est-à-dire qu'on a un temps un peu réduit des séances de cours et que le temps de récupération par les enseignants peut être notamment ce temps passé en maison. Voilà. Chez nous, la 19e séquence, comment, Catherine ? Non, je te laisse terminer, Olivier. C'est parce que je vois les questions. Oui, je vois aussi. Chez nous, la 10e séquence, on dit aux enseignants, voilà, que souhaitez-vous apporter en plus au lycée, voilà. Et donc, certains veulent être métronomes, d'autres proposent des ateliers d'accompagnement, d'autres proposent des ateliers d'approfondissement. C'est très variable. Mais voilà, on arrive à faire fonctionner ce système sans aucune heure de DGA. Ça a été un postulat de départ présenté en AG à toute la communauté. Et nous, dès le départ, on ne voulait pas toucher à la DGH, qui, à notre sens, doit servir au programme et bien sûr à l'enseignement pur. Donc, est-ce que vous pouvez repréciser combien dure une heure de cours au lycée Notre-Dame ? 50 minutes. Enfin, 52 minutes habituellement. Oui. Et bon, là, pour des raisons tout à fait autres, c'est-à-dire liées à la crise sanitaire et la nécessité d'avoir une pause méridienne plus grande pour avoir plus de services, on a actuellement des séances de 50 minutes. Oui, et c'est sûrement quelque chose qu'on va conserver. Ok, donc vous capitalisez du temps. Exactement. Et ensuite, donc, ce temps est mis au service d'eux. Mais dites-moi, alors 2 choses. D'abord, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets portés par les maisons ? Et la deuxième chose, ça me paraît quand même assez colossal comme changement pour les enseignants. Il y a eu de la résistance, il y a eu, comment dire, des luttes pour rester dans l'ancien système. Comment vous avez géré cela ? Et puis les familles, on pourra parler des familles aussi. Mon enfant n'est plus dans une classe, il est dans une maison. On se retrouve face aux 3 publics classiques chez les adultes de l'établissement. Il y a les locomotives, ceux qui ont fait partie du premier comité de pilotage et qui parfois il faut les freiner. Voilà. Il y a les résistants et puis il y a ceux qui sont là à attendre et à voir. Moi, je préciserais qu'on est aussi entré dans ce dispositif vraiment par l'expérimentation et que tout le monde n'est pas à l'aise avec cette entrée.
Donc, ça a dérouté certains. Et un autre écueil auquel on s'est confronté, c'est finalement les métronomes ont été tout de suite au fait de ce qui allait se vivre dans les maisons, puisqu'ils étaient très concrètement dans le projet acteurs. Donc, de la part des métronomes, on a eu globalement quand même un investissement absolument fabuleux. La preuve en est, ils ont tous, à la fin de l'année dernière, voulu reconduire leur mission cette année voilà, il n'y a eu aucune démission, entre guillemets. Et finalement, c'est les enseignants qui ne sont pas métronomes qui ont d'abord été un peu spectateurs de la mise en place du dispositif et qui, quand on est spectateur, on va aussi plus facilement s'inquiéter souvent de ce qu'on voit. On ne vit pas les choses de l'intérieur, on n'expérimente pas. Donc, voilà, les résistances, souvent, elles sont venues de là. Mais, et puis, un certain amalgame créé entre la réforme et les maisons. Il y a eu des effets de la réforme qui étaient purement liés à la réforme, tout simplement. Il y a eu un amalgame de faits. Il a fallu qu'on reprenne les choses. De notre côté, au niveau copilotage, ça suppose une totale confiance déjà de l'équipe de direction qui nous soutenait tout le temps. Ça, c'était très appréciable. Un travail en plus qu'étroite collaboration, c'est-à-dire qu'on se mettait au courant, et c'est encore le cas, de tout sur tout. Donc, ça veut dire que pour maintenant au lycée, les gens savent qu'au cycle terminal, ils peuvent s'adresser à Élodie ou à moi-même. Et qu'on communique tout le temps. Mais même pour les élèves, parce qu'on parle d'espace, mais l'espace, c'est l'espace-temps. Voilà, ce cycle terminal, de le vivre vraiment comme une globalité, c'est aussi donner à chaque élève la possibilité d'aller à son rythme. Je pense notamment à la construction de son projet d'orientation. Voilà, il se projette sur 2 années dès son entrée en première, et ça fait une grosse différence. Ouais. Et donc les projets. Alors rapidement, les projets, il y en a eu plein l'année dernière, je vais être honnête avec vous, avec un taux de concrétisation tout relatif. Donc, on avait des projets solidaires avec des associations comme le Resto du Cœur ou Action contre la faim. Il y avait un projet aussi en lien avec le développement durable, voilà, des élèves qui voulaient absolument renouveler tout notre parc, on va dire, de poubelles du lycée. Des projets sportifs, bien sûr. On avait une conférence qui s'organisait sur les risques et les atouts du numérique. On avait des déplacements, bien sûr. Culturels, voilà. Voilà, des séjours. Sachant que les séjours, dans ces cas-là, c'est vraiment les élèves qui appelaient, qui obtenaient des budgets, des devis, qui faisaient les programmes. Bon, tout ça, ça a été clairement freiné, mais on espère pouvoir le vivre. Oui. Est-ce que vous avez repéré des compétences ou des habiletés développées chez les élèves par le fait d'être dans cette organisation de maison? Oui, beaucoup plus qu'avec un groupe classe traditionnel. Vous l'expliquez ou pas, ça? Un des premiers paramètres serait peut-être de dire que face à une classe de 30 ou un groupe de 50, il faut mettre plus d'énergie. Donc, les élèves qui osent prendre la parole, dans notre salle des maisons, il y a une estrade qui est au milieu de la salle. Et donc, lorsqu'on veut prendre la parole, on monte sur cette estrade. Donc, déjà, ça, c'est une première étape. Tout le monde ne le fait pas, mais on brusque personne. Voilà, chacun y va à son rythme. Et donc, les élèves qui osent monter sur cette estrade et présenter un projet, une idée, s'adresser au groupe parce qu'il y a une question qui a été posée dans telle spécialité et tout le monde cherche la réponse. Voilà, ça passe par tout ça. Et donc, là, on a repéré des talents beaucoup plus rapidement qu'avec une classe normale où on mettait beaucoup plus de temps à découvrir ça. Après, c'est vrai que la pédagogie… C'est presque un paradoxe, parce que le groupe est beaucoup plus nombreux et ça pourrait faire peur, une maison de 50 élèves. Et en même temps, vous repérez que c'est un terrain assez favorable au développement de certaines habiletés. Et comment vous valorisez ces habiletés? Alors, on est en pleine réflexion depuis longtemps, mais plus particulièrement cette année, sur l'évaluation justement. Et on a eu deux journées pédagogiques récemment où on a un petit peu manié les concepts encore une fois et introduit certaines notions. Nous, on souhaite peut-être l'an prochain, encore une fois, en expérimentation, on souhaite inclure quelque chose sur nos bulletins.
Voilà, quelque chose qui rendrait compte de ces compétences humaines, hein, ce que les Anglais appellent les soft skills. Je vois parcours citoyen, oui, voilà, ça en fait Oui. partie. Des choses comme ça, devenir citoyen dans un groupe de 50, ça se fait aussi. Ouais. Au-delà de ce groupe de 50, et je pense à ça avec le mot citoyen, on a voulu aussi offrir à ces jeunes donc qui viennent d'un milieu rural, vous l'avez compris. Alors, c'est pas non plus la misère, mais autour de Challans, il y a pas mal de communes où le jeune n'a pas occasion de s'engager. Il n'y a pas d'association et les transports ici, chez nous, ils sont pas très développés. Donc, le jeune qui habite Challans, 20 000 habitants, il va pouvoir s'intégrer dans une association sportive, sociale, etc. Quelqu'un qui habite à 5 km, ça va être compliqué pour lui. Et donc, dans cette maison, il va pouvoir porter des projets, s'engager et se développer humainement. Et ça, on va le prendre en compte, je dirais, de plus en plus. Ce qu'on souhaite faire, c'est ce curseur-là des compétences humaines, on souhaite vraiment l'amener au même niveau que les hard skills, que les compétences techniques. Et un levier pardon, juste un levier quand même que l'on a dans les maisons, c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on essaye d'amener les élèves régulièrement à s'auto-évaluer. Je prends l'exemple d'un projet qui est mené. On essaye de les amener à identifier, à partir de ce qu'ils ont fait, très clairement les compétences qu'ils ont développées. À titre d'exemple, voilà. Mais il y a comme ça des temps d'auto-évaluation qui sont assez réguliers au cours des séances en maison. Je pense, oui, qu'il y a j'ai l'impression de bousculer un petit peu, mais j'ai vu passer une question importante. Puisqu'il n'y a plus de classe, quid du conseil de classe? Ça c'est important d'expliquer. Il y a eu un déplacement important du conseil de classe à l'entretien conseil. Donc ça, c'est une question. Et avant d'aborder la réponse autour de l'entretien conseil, il y a une question qui revient par rapport au mot que vous utilisez assez souvent, celui d'expérimentation. Est-ce que l'expérimentation, du coup, elle ne concerne qu'une petite partie? Ou c'est que c'est à un moment donné, vous vous autorisez le tâtonnement? Oui, complètement. Et ça a été un postulat de départ expliqué aux équipes, à savoir le cycle terminal est en expérimentation. Ça veut dire qu'on tâtonne, ça veut dire qu'on va pouvoir se tromper en dédramatisant, sans le faire exprès, bien évidemment. Et ça veut dire aussi que nous, avec le comité de pilotage, on relie, on évalue et on change ce qui ne va pas. Oui, mais voilà. Tout le cycle terminal est concerné, ce n'est pas simplement une portion d'élèves. Merci pour cette précision parce que j'ai vu passer cette question. Alors, si on revenait maintenant à l'entretien conseil. Oui, donc comme on l'a expliqué dans la vidéo, les conseils de classe ne sont plus trop possibles. Nous, on ne se voyait pas distinguer conseil de tronc commun et conseil de spécialité, d'accord, sachant que chez nous, l'élève qui rentre en première choisit les spécialités qu'il veut. On ne refait pas de menu, voilà. Donc, l'idée nous vient de créer des entretiens conseils pour, au lieu de parler de l'élève, parler avec l'élève. Et là, je vais passer la parole à Elodie, qui est la spécialiste. C'est beaucoup dire, non, c'est donc concrètement les élèves sur le cycle terminal ont 3 entretiens conseils, ce qui n'exclut pas d'autres entretiens avec leur métronome de manière très, très régulière. Donc, un entretien conseil, c'est l'élève qui va rencontrer au minimum 2 enseignants qu'il a en cours, plus l'un de ses métronomes, donc soit éducateur, soit enseignant. La session qu'on a faite en janvier 2020, eh bien, nous avions aussi un parent représentant. Et c'est le principe qu'on va retenir. Et on espère qu'en juin, les entretiens conseils de première vont pouvoir se vivre avec ses parents représentants. Et donc, l'élève, pendant une bonne dizaine de minutes, vient à la rencontre de ces 4 adultes, commence par faire un bilan de son semestre. Donc, il y a ils sont aidés, il y a eu un document édité pour les aider à préparer ce petit entretien. Et puis après, les adultes qui ont à leur disposition le bulletin de l'élève et qui vont vraiment s'appuyer sur les notes, mais surtout sur les appréciations. Il y a tout un travail sur les appréciations qui est réalisé par nos collègues cette année et l'année dernière qui est super parce que les appréciations n'ont plus du tout le même rôle. Avant, ça partait directement dans les familles. Là, l'appréciation, elle est vraiment là pour qu'on en discute avec l'élève en direct. Donc voilà, il y a un échange. Alors, selon les cas, après, des fois, il y a des conseils à donner, il y a des recommandations à formuler. Ouais. Puis, il y a des élèves qui ont besoin aussi de discuter de leur orientation. Mais
Voilà, Enfin, ça peut prendre ce qui est- différentes formes. ouais, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir arriver ces jeunes pour leur premier entretien conseil et de les voir arriver avec tout leur cœur. Ils ont préparé leur entretien. Tous. Ils ont une conduite, alors certains l'ont appris, d'autres c'est sur un petit bout de papier, etc. Mais ils ont préparé, dans la grande majorité, ils ont préparé cet entretien et ils sont fiers, vraiment, en ressortant. La plupart du temps, ça se passe bien, hein, voilà. Ils sont fiers de ça. Et là encore, les compétences humaines sont développées. Il y a un petit bout du grand oral qui est déjà mis en place dès le milieu de l'année de première. Tout ça, pour nous, tout est lié et ça fait partie de notre ruban pédagogique là, qu'on est en train de développer sur les 3 ans. Alors, oui, il y a donc 3 trimestre ou janvier. semestre? Oui, semestre, voilà. Semestre. Semestre en première. Donc, et puis, c'est pour ça, il y a 2 entretiens conseils en première pour l'élève et 1 entretien conseil en terminale. OK. Durée d'un entretien conseil? 10-15 minutes. 10-15 minutes par élève. Sachant que cette année, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a organisé les entretiens conseils, enfin, Élodie a organisé les entretiens conseils en s'assurant qu'on prenait que sur le temps libre des enseignants. On n'a touché à aucun cours. Ouais. Mais bon, là, Mais c'est on peut-être, atteint voilà. un petit peu les limites du Rubik's Cube parce qu'on a, on a dit tout à l'heure, mais c'est 350 élèves en première, 350 élèves en terminale. Donc, c'est quand même une grosse organisation. Et même s'il ne faut pas se laisser intimider par ces problématiques organisationnelles, il n'empêche qu'à un moment donné, on est rattrapé par le principe de réalité. Par le temps. Donc là, en juin, par exemple, les élèves de première sortent le 9 juin et ils vont revenir pour leurs entretiens conseils les 10 et 11 juin. Voilà, ils n'auront plus cours, mais ils reviennent pour leurs entretiens. OK. Une question. Vous avez pointé cette idée du tâtonnement que vous vous autorisez et puis des temps de relecture, voilà. Est-ce que on aimerait savoir ce que disent les élèves? Que disent les élèves? Comment vivent-ils ce fait de ne plus être dans des classes? Est-ce qu'il y a eu la curiosité de certaines familles au moment d'inscription, des élèves frileux? Alors, Comment c'est les élèves, ça ne les a pas bousculés plus que ça. Le concept de maison, ils l'ont intégré tout de suite, hein, mais beaucoup plus que nous, les adultes, tout simplement. Ça leur pose pas trop de problèmes, ça. Très vite, ils ont intégré ça. Là, ce qu'ils ressentent, les terminales, après 1 an et demi de Covid, ils sont très, très frustrés. C'est surtout ça qui ressort. Ouais, parce que tous les projets qu'ils ont écrits, tous les projets qui sont prêts à éclore, à naître, on n'a pas eu le temps de les mettre en place. Là, le 8 juin, on organise une journée des Olympiades de maison et j'espère qu'on pourra vraiment se fabriquer des souvenirs parce qu'ils en ont un peu de réjouissants en tout cas. Donc, vraiment, pour les élèves, moi, je vois pas de problème. Ouais. Puis les parents, c'est vrai que dès le mois de juin qui a précédé la rentrée, la naissance des maisons, on s'était entretenu avec le président de l'APEL, à qui on avait exposé le projet, qui a tout de suite été enthousiaste et on a tout de suite créé à la rentrée de septembre un groupe de parents pilote pour repenser le rôle du parent représentant. Donc, cette implication d'un groupe de parents, comme ça a été extrêmement bénéfique. Oui. Puis après, à la rentrée, on avait aussi réuni tous les parents pour leur expliquer ce nouveau dispositif, son sens. C'est ça. Et on les avait réunis pour expliquer. Et ensuite, on n'avait pas fait les réunions dans les classes, hein, parce qu'il n'y a plus de classe. Donc, on avait organisé, on avait eu la chance, il faisait très beau. Petite collation, parce qu'on avait le droit à l'époque, dehors, et donc de façon complètement informelle, les familles ont pu discuter avec les métronomes qui étaient présents, mais il n'y avait pas de PowerPoint, il n'y avait pas de salle de classe, hein, voilà, en randonnion, comme on dit, et il y avait vraiment de la discussion de tous les côtés de l'établissement. C'était vraiment une soirée très, très agréable à vivre, très, très agréable. Et donc, les familles qui s'inscrivent, on est en plein dedans, là, on vient de finir, ont entendu parler de ces maisons, posent des questions sur ces maisons. Et oui, il y a encore des délégués de maison. Comment? Est-ce qu'il y a des délégués de maison? Oui, on les appelle les représentants. Donc oui, les élèves représentants dont le rôle gagne à être précisé mais augmenté. Mais là, c'est les premiers pour la journée des Olympiades des maisons en terminale, c'est ce groupe d'élèves représentants de chaque maison qui va, avec Olivier, réfléchir à la manière dont cette journée va se vivre.
Je vois qu'on va, On va avoir, rapatrier. ça va couper. Patrick a partagé avec vous un lien vers un Padlet, comme une note d'étonnement on vous invite à compléter ce que vous avez apprécié dans ce projet, les questions que ça vous pose, ce que vous auriez envie de tenter, ce qui vous a bousculé, et puis des paroles qui ont fait tilt peut-être. Merci à vous parce que je pense qu'on va être télétransporté